Villa Rothschild, Neuilly-sur-Seine. La terrasse de marbre brillait sous le soleil quand Isabelle Dubois, PDG d'un empire pharmaceutique de 4 milliards d'euros, orchestra la scène la plus cynique de sa vie. 5 prétendants millionnaires, alignés comme des produits de luxe devant sa fille Camille de 8 ans. L'ordre fut glacial. Choisis ton nouveau père. Mais la petite pointa vers Antoine, le concierge en bleu de travail qui nettoyait la piscine, prononçant des mots qui glacèrent le sang de sa mère. C'était le seul qui lui demandait comment elle allait, le seul qui remarquait ses larmes. Ce que personne ne savait, c'était qu'Antoine Moreau cachait un secret dévastateur. Il était là pour venger sa femme morte à cause d'un médicament défectueux des laboratoires Dubois. Mais en 6 mois, il avait fait l'impensable, s'était attaché à l'enfant qu'il devait utiliser comme arme. Voici l'histoire de comment la vengeance devint rédemption et 3 vies brisées se fondirent en une famille impossible. La scène sur la terrasse de la villa la plus exclusive de Neuilly avait la qualité surréaliste d'un cauchemar éveillé. Isabelle Dubois, 43 ans de pouvoir condensé dans un tailleur Chanel noir à 15 000 €, avait orchestré ce qu'elle considérait comme un processus de sélection parfait, aussi efficace que les fusions-acquisitions qu'elle dirigeait hebdomadairement. Les 5 hommes alignés devant elle représentaient l'élite de la société parisienne. Laurent Beaumont possédait une chaîne d'hôtels particuliers qui générait 300 millions annuels, son sourire de magazine cachant un cœur froid comme les coffres de la Société Générale. Philippe Mercier, trader revenu de Londres avec 60 millions en liquidité, regardait tout comme des actifs à optimiser. Robert Durand, chirurgien esthétique du tout Paris, calculait déjà les modifications qu'il pourrait apporter au visage de Camille à sa majorité. André Lefort, héritier pharmaceutique, dissimulait mal sa dépendance à la cocaïne derrière des pupilles perpétuellement dilatées. Julien Vasseur, avocat du barreau de Paris, dévorait Isabelle du regard avec une faim qui n'avait rien de paternel. Camille Dubois observait la scène avec ses yeux verts émeraude hérités de son père décédé. Du moins, c'est ce qu'Isabelle croyait. 8 ans de solitude l'avaient rendue précocement sage, capable de lire les âmes avec une précision chirurgicale. La robe en soie rose qu'elle portait était l'énième prison textile dans laquelle sa mère l'enfermait, symbole d'une enfance sacrifiée sur l'autel du succès maternel. À 20 mètres, apparemment invisible dans son bleu de travail, Antoine Moreau nettoyait méthodiquement la piscine. 36 ans sculptés par la douleur plus que par le sport, des mains qui racontaient une histoire de vrai travail, mais aussi d'une vie antérieure que personne ne soupçonnait. 6 mois qu'il était arrivé à la villa avec un plan précis: s'infiltrer, collecter des preuves, détruire l'empire Dubois. 6 mois plus tard, le plan s'était dangereusement compliqué. Sous la manche de sa combinaison, cachée par le tissu, un tatouage portait une date et des coordonnées. La date de la mort de Marie, sa femme, enceinte de 7 mois. Les coordonnées de l'hôpital Necker, où elle était morte d'un choc anaphylactique causé par le néoxine, médicament que les laboratoires Dubois avaient commercialisé malgré les risques mortels connus. 400 morts en France, maquillés en effets secondaires imprévisibles. Marie avait été la victime numéro 312. Isabelle frappa dans ses mains avec l'autorité de celle qui dirige 12 000 employés, ramenant l'attention sur la scène principale. Sa voix trancha l'air tandis qu'elle expliquait à Camille, avec la même froideur qu'elle utilisait pour présenter les résultats trimestriels, que ces messieurs étaient candidats pour devenir son père. L'enfant devait choisir, comme on choisit une voiture ou une montre de luxe. Les prétendants commencèrent leur pathétique parade. Laurent promit des croisières sur des yachts amarrés à Saint-Tropez, montrant des photos sur son iPhone, dernier cri. Philippe parla de portefeuilles d'investissement et de comptes en fidéicommis, des chiffres dansant dans sa tête comme des fourmis cocaïnées. Robert décrivit des villas sur la Côte d'Azur où Camille pourrait s'épanouir dans sa beauté. André, tremblant du manque, promit des concerts privés et des jets pour New York. Julien offrait des connexions avec les ministres et la vieille aristocratie, du pouvoir qui se traduisait en portes ouvertes.
Camille les écoutait avec le regard vide de qui a appris tôt que les promesses des adultes valent le papier sur lequel elles ne sont pas écrites. Mais ses yeux glissaient constamment vers Antoine, l'homme qui en 6 mois lui avait appris les constellations, qui avait construit une cabane dans le chêne centenaire, qui remarquait quand elle avait pleuré et laissait des madeleines sur son bureau sans rien dire. Ce fut quand André laissa tomber accidentellement un sachet de poudre blanche, le ramassant frénétiquement avec des mains tremblantes, que quelque chose bascula en Camille. Elle se leva de la chaise dorée avec la grâce d'une reine enfant, traversa la terrasse ignorant les prétendants médusés et s'arrêta devant Antoine. Le concierge leva les yeux, ses yeux bleus qui cachaient une douleur jumelle à celle de l'enfant. Un instant, ils se regardèrent, et dans ce regard passa une conversation qui n'avait pas besoin de mots. Puis Camille se tourna vers sa mère et prononça la sentence qui changerait 3 destins. Le choix de Camille résonna sur la terrasse comme une gifle. Antoine était le seul qui la voyait comme Camille, pas comme l'héritière du bois. Le seul qui lui avait demandé son rêve de devenir vétérinaire au lieu de PDG. Le seul qui existait pour elle comme personne, pas comme serviteur ou prétendant. La flûte de champagne cristal 2008 glissa des mains d'Isabelle, se fracassant sur le marbre de Carrare en 1000 éclats qui capturèrent la lumière du couchant. Les 5 prétendants restèrent figés comme des statues du Louvre, incapables de traiter l'impossible inversion des hiérarchies sociales dont ils venaient d'être témoins. Antoine laissa tomber l'épuisette, le bruit métallique résonnant dans le silence de plomb. Ce n'était pas prévu. Le plan était d'observer, collecter, détruire. Pas de s'attacher, pas de permettre à une enfant de 8 ans de percer l'armure de haine qu'il avait forgée en 3 ans de deuil. Le silence qui suivit la déclaration de Camille avait la densité du mercure. Isabelle Dubois, la femme qui avait négocié avec des ministres corrompus sans ciller, se trouvait pour la première fois de sa vie complètement déstabilisée. Sa fille venait de choisir le concierge plutôt que 5 des hommes les plus riches de Paris. Les prétendants réagirent avec la prévisibilité d'hommes habitués à tout acheter. Laurent éclata d'un rire méprisant, déclarant que l'enfant avait manifestement besoin d'un psychiatre. Philippe suggéra qu'elle devait être rééduquée à son statut social. Robert, avec la délicatesse d'un scalpel, insinua qu'Antoine avait manipulé la petite. André, en pleine crise de manque, tenta de partir mais trébucha, renversant le contenu de ses poches et révélant d'autres sachets de cocaïne. Seul Julien eut l'intelligence de comprendre que la bataille était perdue et se retira avec un semblant de dignité. Antoine se redressa lentement, révélant 1,90 m de muscles forgés par la vie plutôt que par la salle de sport. Quand il parla, sa voix trahit une éducation qui jurait avec le bleu de travail. Ces mots, calibrés comme des scalpels, tranchèrent l'arrogance des millionnaires, en leur rappelant que la valeur d'un homme ne se mesure pas à son compte bancaire, mais à la façon dont il traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Ce fut alors qu'Antoine commit l'erreur qui changerait tout. Il mentionna le néoxine, le médicament maudit, les 400 familles détruites. Il vit le sang se retirer du visage d'Isabelle, la compréhension s'allumer dans ses yeux comme un incendie. Le concierge en savait trop pour n'être qu'un concierge. Camille, avec la sagesse dévastatrice des enfants forcés de grandir trop vite, prit la main d'Antoine et regarda sa mère. L'enfant rappela à la PDG qu'elle lui avait elle-même enseigné l'importance de reconnaître la valeur là où d'autres ne voient que les apparences. Et Antoine, dit-elle avec une voix ferme, valait plus que tous ces pans réunis. Robert tenta une dernière attaque, insinuant qu'Antoine ne voulait que l'argent. Ce fut l'erreur fatale. Camille se tourna vers lui avec un mépris pur et l'accusa de l'avoir regardé en calculant déjà quelle partie de son corps il modifierait. L'accusation, vraie et dévastatrice, fit s'effondrer la dernière prétention de respectabilité. Les prétendants fuirent comme des cafards sous la lumière, laissant seuls les 3 protagonistes d'un drame qui ne faisait que commencer.
Isabelle étudia Antoine avec des yeux neufs, remarquant enfin des détails ignorés pendant 6 mois. La posture militaire cachée sous la fausse soumission, les mains de chirurgien et non de jardinier, la façon dont ses yeux scannaient constamment l'environnement, comme quelqu'un formé à la sécurité. La question d'Isabelle tomba comme un coup près. Qui es-tu vraiment? La réponse d'Antoine fut tout aussi tranchante. Quelqu'un qui avait tout perdu à cause d'elle, mais aussi quelqu'un qui en 6 mois avait appris que Camille méritait bien plus que la vie dorée mais vide qu'on lui offrait. Cette nuit-là, dans son bureau fortifié comme le coffre de la Banque de France, Isabelle confronta Antoine. Elle avait fait ses recherches en 4 heures, creusant dans le passé de l'homme avec l'efficacité impitoyable qui l'avait rendu redouté dans le monde des affaires. Antoine Moreau, 34 ans, veuf, diplômé de Polytechnique, doctorat en génie biomédical à Pierre et Marie Curie, ancien chercheur chez Sanofi, licencié pour avoir dénoncé des irrégularités, épouse morte du néoxine. Mais il y avait un détail qu'Isabelle n'avait pas découvert, qu'Antoine révéla d'une voix plate comme une pierre tombale. Marie était enceinte de 7 mois. Le bébé qui n'était jamais né devait s'appeler Camille, comme sa fille. La symétrie cruelle du destin frappa Isabelle comme un coup de poing à l'estomac. Antoine sortit de sa poche une clé USB, petite comme une balle et tout aussi mortelle. Elle contenait tout. Preuves de corruption, documents sur les tests falsifiés, enregistrements de conversations qui enverraient Isabelle à la prison de Fleury-Mérogis pour 20 ans. Il était venu pour détruire, confessa-t-il. Mais il avait trouvé Camille. L'enfant avait changé l'équation. En 6 mois, il l'avait vue pleurer cachée derrière les rosiers, célébrer des anniversaires avec les femmes de ménage parce que sa mère était toujours à Londres ou Tokyo, lire des livres de médecine vétérinaire en rêvant d'une vie différente de celle planifiée pour elle. Antoine avait été plus père en 6 mois de nettoyage qu'Isabelle mère en 8 ans d'absence. La proposition qui suivit était simple dans sa complexité. Antoine ne voulait pas d'argent. Cela ne ressuscitait pas les morts. Il voulait que le néoxine disparaisse du marché, que les victimes soient vraiment indemnisées, qu'un fonds pour la recherche éthique naisse. Et surtout, il voulait qu'Isabelle apprenne à être mère avant d'être PDG. En échange, il resterait. Plus comme concierge infiltré, mais comme figure paternelle de substitution pour Camille. Pas par vengeance, avait-il compris, mais parce que Marie aurait voulu que de la douleur naisse quelque chose de bon. Isabelle regarda la clé USB sur le bureau comme une bombe amorcée. Puis, elle regarda la photo de Camille sur le bureau, la seule en 8 ans, prise par une nounou parce qu'elle était à Singapour pour une acquisition. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. La décision qu'elle prit aurait stupéfié quiconque la connaissait dans le monde impitoyable des affaires. Elle accepta, mais exigea la vérité, plus de masques. Camille méritait au moins cela. Les mois suivants virent les laboratoires Dubois perdre 1,6 milliard entre le retrait du néoxine, les indemnisations et la création du fonds Marie Moreau. La bourse de Paris criait au suicide corporatif, mais les vrais changements se passaient dans la villa. Antoine avait abandonné le bleu de travail, maintenant consultant éthique de l'entreprise, même s'il continuait à jardiner pour trouver la paix. Camille s'épanouissait avec des dîners familiaux au lieu de silence, des sorties au jardin des plantes au lieu de nounou. La transformation se cristallisa quand Antoine sauva un enfant tombé dans la fosse aux ours du zoo de Vincennes, révélant un courage qui dépassait la vengeance. La nuit où Camille eut une forte fièvre, appelant Antoine papa dans son délire, marqua le point de non-retour. Tandis qu'ils veillaient ensemble, Isabelle admit ne pas savoir qui elle était sans l'armure de PDG. Antoine confessa que de la douleur pouvait peut-être naître quelque chose de vrai, montrant Camille endormie. L'entreprise renaissait. Les médecins faisaient à nouveau confiance. La réputation valait plus que les profits perdus. Victoria Laurent arriva en octobre avec de fausses preuves contre Antoine. Sa femme Marie aurait été une espionne industrielle, le néoxine, une formule volée pour détruire Isabelle.
L'ultimatum était simple, céder l'entreprise ou voir Antoine en prison. Mais Isabelle choisit la confiance. En une nuit, elle découvrit que Victoria était en faillite et les preuves fabriquées numériquement. La confrontation finale vit Victoria arrêtée pour extorsion, tandis qu'Antoine révélait avoir tout prévu, voulant qu'Isabelle choisisse de faire confiance par vraie conviction, pas par manque d'alternative. L'étreinte qui suivit n'était pas passionnelle mais révélatrice. Deux personnes brisées qui se reconnaissaient. Camille les rejoignit, transformant l'étreinte en famille. Avec une innocence dévastatrice, elle demanda si Antoine pouvait l'adopter officiellement. Le silence qui suivit était lourd d'implications. Il fallait un mariage. Camille, pragmatique, ne voyait pas le problème. Il n'avait pas besoin de s'aimer comme dans les contes, il suffisait de s'apprécier comme il le faisait déjà. La proposition de mariage arriva un matin gris de décembre, pendant qu'ils préparaient ensemble le petit déjeuner, une domesticité devenue leur normalité. Antoine tournait les crêpes, Isabelle tentait de ne pas massacrer les fruits, Camille mettait la table en chantant une chanson apprise à l'école. Antoine le dit simplement, sans fioriture romantique. Ils devaient se marier. Pas par amour de cinéma, pas par convention sociale, mais pour construire quelque chose de solide sur les fondations qu'ils avaient posées, pour donner à Camille la famille qu'elle méritait, pour transformer un arrangement de circonstances en pacte de vie. Isabelle posa le couteau, regardant cet homme entrer dans sa vie pour la détruire et qui l'avait reconstruite. Ils furent honnêtes l'un avec l'autre. Ils ne s'aimaient pas encore, peut-être jamais au sens traditionnel. Mais il y avait du respect, une confiance durement gagnée et le désir partagé de créer quelque chose de bon pour Camille. Le mariage fut intime à la mairie du 16e arrondissement, loin des flashs qui suivaient chaque mouvement d'Isabelle Dubois. Seulement eux trois, les parents d'Antoine venus de Provence, deux témoins requis par la loi. Camille fut demoiselle d'honneur et témoin, radieuse dans une robe simple qu'elle avait choisie elle-même, pas l'énième création haute couture imposée. Les vœux échangés furent non conventionnels. Ils ne jurèrent pas l'amour éternel mais l'engagement présent. D'être une famille même quand ce serait difficile, de mettre Camille avant tout, de construire jour après jour quelque chose qu'aucun des deux n'avait vraiment eu. Le baiser fut chaste, sceau d'un contrat émotionnel plus que déclaration passionnelle. La vie après le mariage trouva son rythme. Antoine dirigeait la recherche éthique au laboratoire Dubois, révolutionnant des protocoles vieux de décennies. Isabelle apprit l'art de la délégation, découvrant qu'être présente valait plus que n'importe quelle acquisition milliardaire. Camille s'épanouissait, excellant à l'école non pour le nom qu'elle portait, mais pour l'intelligence qui avait enfin l'espace de s'exprimer. L'amour arriva comme aucun des deux ne s'y attendait. Ce ne fut pas le coup de foudre des comédies romantiques, mais une aube lente et inexorable. Il se manifestait dans les petits gestes, Antoine apportant le café à Isabelle exactement comme elle l'aimait sans qu'elle ait à demander, Isabelle trouvant des livres rares d'ingénierie biomédicale et les laissant sur le bureau d'Antoine sans mots. Des mains qui s'effleuraient en passant les assiettes, des regards qui s'attardaient une seconde de trop. Le tournant définitif fut une nuit de février. Camille avait eu un accident à l'école, rien de grave mais assez pour les effrayer. Ils veillèrent ensemble à son chevet à l'hôpital Necker, même quand les médecins assurèrent qu'elle allait bien. Ils s'endormirent sur les chaises en plastique inconfortables, les mains entrelacées sur le lit de l'enfant. Ils se réveillèrent ainsi, avec Camille, qui les photographiait en souriant, déclarant que pour des gens qui prétendaient ne pas s'aimer, ils se comportaient étrangement comme des amoureux. Ce fut Antoine qui le dit en premier, un soir de mars, après que Camille se soit endormie après le spectacle de l'école où elle avait brillé comme narratrice. Ils étaient tombés amoureux sans s'en apercevoir, construisant l'amour brique par brique au lieu d'attendre des feux d'artifice. Isabelle acquiesça, ajoutant que cet amour adulte, construit sur le pardon et le choix quotidien, valait plus que n'importe quelle passion juvénile. Ils s'embrassèrent vraiment pour la première fois. Pas pour Camille, pas par convention, mais pour eux-mêmes,
un baiser qui avait le goût d'un nouveau départ et de vieilles blessures guéries, de choix difficiles et de récompenses inattendues. 5 ans après cette première rencontre sur la terrasse, la villa était méconnaissable. Plus un mausolée de luxe, mais une maison vécue, pleine de photos de famille, de dessins de Camille encadrés, de jouets éparpillés, bien qu'elle ait maintenant 13 ans. Mais le plus grand changement était dans la nurserie. 2 berceaux identiques abritaient les jumeaux nés quand tout le monde avait perdu espoir. Antoine Junior et Marie, nom qui honorait le passé tout en regardant vers l'avenir, étaient arrivés quand Isabelle avait 48 ans. Un miracle médical, mais surtout émotionnel. Camille s'était transformée en grande sœur la plus dévouée du monde, planifiant déjà comment elle leur enseignerait tout sur la médecine vétérinaire. Les laboratoires Dubois étaient devenus leaders mondiaux en médicaments éthiques. Les profits s'étaient initialement divisés par 2, mais la réputation avait décuplé. Antoine avait breveté des systèmes de tests révolutionnaires qui sauvaient des vies sans sacrifier d'animaux. Isabelle avait appris que le vrai succès se mesurait en existence sauvée, pas en zéro, sur un compte bancaire. Un soir d'été, alors qu'il dînait dans le jardin qu'Antoine entretenait encore personnellement, Camille posa la question qu'elle gardait depuis des années. Comment s'était-il vraiment aimé? La réponse d'Isabelle devint légendaire dans la famille. Ils ne s'étaient pas aimés au sens traditionnel. Ils avaient choisi de s'aimer chaque jour, quand c'était difficile, quand le passé criait vengeance, quand l'avenir effrayait. L'amour n'était pas le destin, mais un choix quotidien. L'épilogue se déroula 10 ans plus tard, quand Camille, maintenant 23 ans et diplômée vétérinaire de Maison Alfort, ramena son fiancé à la maison. Un garçon simple, fils d'ouvrier, qui travaillait comme infirmier vétérinaire. Isabelle et Antoine échangèrent un regard complice quand Camille défendit son choix contre les critiques de quelques parents snobs. L'histoire se répétait, mais avec une fin différente. Pendant le toast aux fiançailles, Antoine leva son verre vers le jeune homme terrifié et prononça des mots qui firent pleurer tout le monde. La valeur d'un homme ne réside pas dans son compte en banque ou son nom de famille, mais dans sa capacité à voir au-delà des apparences et à aimer sans condition. Il avait été un concierge qui faisait semblant, Isabelle une PDG qui avait oublié comment aimer, Camille une enfant qui avait vu au-delà des masques. Ensemble, ils avaient construit quelque chose d'impossible, une vraie famille à partir de 3 vies fausses. La fondation Marie-Camille Moreau-Dubois ouvrit cette année-là, dédiée à soutenir les veufs et veuves avec enfants, à financer la recherche médicale éthique, à prouver que de la douleur la plus noire peut naître la lumière la plus brillante. Le premier bénéficiaire fut un concierge veuf avec une fille de 8 ans. Le cercle se fermait et recommençait. 20 ans après ce choix impossible sur la terrasse, la famille se réunit pour le mariage d'un des jumeaux. Antoine Junior épousait la fille d'une des victimes du néoxine, une jeune médecin qu'il avait rencontrée lors d'un événement de la fondation. Le passé et l'avenir s'entrelaçaient de manière que personne n'aurait pu prévoir. Dans son discours, Antoine Junior raconta l'histoire de sa famille. Comment un concierge infiltré pour se venger avait trouvé l'amour. Comment une PDG impitoyable avait trouvé l'humanité. Comment une enfant solitaire avait trouvé un père. Mais surtout, comment 3 personnes brisées s'étaient choisies chaque jour, construisant de la haine l'amour, de la vengeance le pardon, de la solitude de la famille. Isabelle, maintenant 63 ans, aux cheveux argentés mais aux yeux toujours vifs, serrait la main d'Antoine en écoutant. Ses doigts traçaient les cicatrices sur ses mains, marque du travail manuel qu'il avait feint de faire, puis choisi de continuer. Il embrassait l'alliance qu'elle n'avait jamais enlevée, même pendant les acquisitions les plus brutales. Rappel constant qu'il y avait quelque chose au-delà des bilans. Camille, enceinte de son premier enfant, se leva pour le dernier toast. Elle regarda les parents qu'elle s'était choisis ce jour fatidique et dit simplement que le véritable amour n'est pas celui qui brille, mais celui qui reste quand les lumières s'éteignent. Ce n'est pas celui qui promet la lune, mais celui qui tient votre main dans l'obscurité. Ce n'est pas celui parfait des contes de fées, mais celui imparfait et têtu de la vraie vie.
La fête continua jusqu'à l'aube, 3 générations dansant dans le jardin où tout avait commencé. Antoine entretenait encore personnellement chaque plante, trouvant dans la terre cette paix que l'argent n'aurait jamais pu acheter. Isabelle avait transformé la moitié de la villa en maison d'accueil pour les familles aidées par la fondation. Les jumeaux planifiaient d'étendre l'œuvre de leurs parents à l'échelle mondiale. La dernière image les capture à l'aube, fatigués mais heureux. Antoine et Isabelle assis sur le même banc où ils nettoyaient la piscine 20 ans plus tôt. Camille jouant avec les jumeaux maintenant grands. Le soleil se levant sur Neuilly, illuminant non pas une villa mais un foyer. Pas un empire financier mais un royaume d'amour. Pas 3 étrangers unis par le hasard mais une famille forgée par le choix. Car au fond, comme Camille l'avait compris à 8 ans, le véritable amour ne se trouve pas. Il se construit, un geste à la fois, un pardon à la fois, un choix à la fois. Et ils avaient choisi, chaque jour pendant 20 ans, de transformer une vengeance en rédemption, un arrangement en amour, 3 solitudes, en une famille. Le concierge qui cachait un ingénieur, la PDG qui cachait un cœur, l'enfant qui voyait au-delà des masques. Ensemble, ils avaient prouvé que parfois le prince charmant porte un bleu de travail, et que les plus beaux contes de fées sont ceux que nous écrivons avec nos choix quotidiens. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous avez compris que l'amour n'est pas le destin, mais une construction quotidienne. Laissez un like si vous croyez que les familles se choisissent chaque jour. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de croire aux secondes chances. Et rappelez-vous, parfois la bonne personne est celle qui semble la plus mauvaise.